C'est un moyen qui est très utile et envisagé pour le stockage des énergies électriques issues, par exemple, de l'éolien ou bien du solaire, qui sont des énergies intermittentes. Donc, à un moment donné, on produit beaucoup et à un moment donné, on produit peu. Et donc, on a besoin de stocker pendant les périodes où on produit beaucoup pour pouvoir peut-être l'utiliser un peu plus tard, pendant la nuit, par exemple, quand on a un peu de soleil, pour avoir de l'énergie soit chimique, soit électrique. Parce que ça, c'est plus efficace que de stocker dans des grosses batteries, parce qu'on entend Elon Musk qui nous vend ses batteries pour ses voitures, enfin, pour les moyens de se payer des Tesla ici, hein, il doit y en avoir quelques-uns peut-être. Je veux bien l'essayer si on a une. Et donc là, c'est des batteries, donc c'est autre chose, c'est du stockage d'électricité direct, donc c'est une batterie électrochimique, mais c'est du stockage d'électricité, alors que là, c'est du stockage chimique finalement, l'hydrogène. Les deux, dans une pile, on peut stocker effectivement de l'énergie électrique, on peut stocker aussi sous forme chimique à partir d'hydrogène. Après, c'est un problème de cyclabilité. Les batteries ne sont pas cyclables à vie. On a tous des problèmes de téléphone portable avec une batterie qui à un moment donné est morte. Hein. Et donc, ou bien explose. Ah bon, ça c'est un autre problème. Là, c'est une source d'énergie. Finalement, Samsung, ils auraient dû vendre ça comme source d'énergie. On en met plein dans une boîte, et puis après, boum, et on récupère le. Ouais, c'est aussi une source d'énergie. 1500 cycles, c'est à peu près l'équivalent pour une batterie. Donc, par contre, l'énergie chimique sous forme d'hydrogène, on peut la stocker, on va dire, de façon infinie. D'accord. On stocke, on déstocke. D'accord. Et donc, Alain Villevald, vous allez utiliser l'hydrogène. Alors, vous êtes un opérateur de transport, donc vous êtes. Comment ça se passe en pratique? D'abord, pourquoi utiliser l'hydrogène et puis comment ça se passera en pratique? Alors pourquoi utiliser de l'hydrogène? Simplement parce que ce qu'on vient de dire, c'est sans doute une énergie pour le futur. Alors je vais refaire un petit cycle de l'histoire de l'énergie dans, oui, ça c'est intéressant aussi parce dans la mobilité oui. Au sens large, puisque Nantes a cette particularité d'avoir aussi porté pas mal d'innovations dans le domaine du transport public. Donc je ne vais pas revenir à l'histoire de la création du réseau en 1825 avec des hippomobiles, mais ça fait partie de notre histoire. Hippomobile, ça veut dire à cheval. À cheval, oui, oui. Ouais, l'histoire de M. Stanislas Baudry, que les Nantais connaissent bien. Bon. Mais surtout, la première évolution, c'est de remplacer le cheval par des machines. Et la première machine, ça a été les tramways à air comprimé, là aussi qu'on doit à un ingénieur nantais qui s'appelait Mekarski. À air comprimé, ça veut dire qu'il y avait un réseau. Il y avait un réseau d'air comprimé. Avec de l'air comprimé dedans. Oui. Qu'est-ce qui se passait? Le tram se. Ah oui, ça. On s'arrêtait dans les stations, on remplissait ces réservoirs d'air comprimé, puis on allait de station en station. Bon. On est dans les années 1900, bon, c'est pas si vieux que ça, hein, ça fait un peu plus d'un siècle. En 1913, on électrifie le réseau de Nantes, hein, donc les Nantais connaissent bien, du côté de la Moronnière, il y a un magnifique bâtiment qui porte encore le nom de la compagnie des tramways nantais, et dans lequel étaient rangés ces magnifiques tramways de 1913, dont on voit un exemplaire circuler encore, hein, il y a une quinzaine de jours, pendant la journée du patrimoine, nous avons fait rouler une de ces motrices de 1913, et ce tramway a disparu en 58. L'électricité a été remplacée par effectivement l'énergie gazole, pour faire simple, qui avait deux vertus, entre guillemets, si je peux mettre des guillemets à vertu. La première, c'est que c'est très facile de stocker du carburant, c'est des réservoirs assez faciles à faire, et surtout l'autobus permettait de s'affranchir de toutes les contraintes d'un réseau de tramway qui a des rails, des lignes aériennes et toute une série. Voilà, c'est l'entretien du réseau, de la fabrication voilà. Du réseau. Et on est prisonnier d'un certain nombre d'itinéraires. Donc en 58, le bus remplace progressivement, va remplacer le tramway en donnant cette image d'un réseau beaucoup plus libre. Il revient, alors il reste quelques villes qui n'ont pas sacrifié leur tramway, donc tout le monde connaît le tramway de Saint-Étienne, la ligne 13 à Marseille et puis le Mongy à Lille, mais c'était trois réseaux qui avaient gardé une ligne de tramway. Et donc le renouveau du tramway en France, c'est effectivement à Nantes aussi qu'on doit cette expérience. Je dis expérience parce qu'à l'époque c'était un peu vécu comme ça, avec une image très négative d'une espèce de retour en arrière, ce qu'on appelait le péril jaune à l'époque, des histoires de vélos dont les roues se coinçaient dans les rails, d'épingles à chapeau qui éborgnaient les yeux dans le tramway quand il y avait du monde, enfin toute cette imagerie qui existe sur le tramway nantais. Et donc en 81, la décision est prise de reconstruire une ligne de tramway à Nantes, après moult études sur ce qu'il fallait faire un métro, réutiliser les chemins de fer, je ne sais quoi d'autre. La raison de cette reconstruction, c'était une raison d'optimisation énergétique, de confort de transport, À l'époque, la préoccupation énergétique était quand même moins forte qu'elle n'est aujourd'hui. La préoccupation environnementale l'est déjà un peu moins.
on était plutôt dans l'idée de dire, si on ne veut pas se laisser envahir par la voiture, ce qui était quand même le débat des années 80, il faut bien qu'on offre des alternatives qui donnent une certaine crédibilité avec un certain nombre de capacités de transport, etc. Bon. Et c'est comme ça que le tramway revient à Nantes en 85, hein, j'allais dire dans l'indifférence générale. Oui, c'est assez vrai, puisque il y a pas, tout le monde sait, il n'y a pas eu d'inauguration du tramway en janvier 85 à Nantes. Les Grenoblois l'ont inauguré en 87, donc parfois on a une dispute de date, mais 85 c'est avant 87. Bon, aujourd'hui la question du développement du tramway en France ne se pose pas, puisqu'on a aujourd'hui 25 villes françaises qui ont rétabli des réseaux, et donc on voit bien que le retour de l'énergie électrique, qui avait disparu, revient avec aujourd'hui beaucoup d'avantages qui sont que sur place, hein, donc ça c'est aussi le débat de l'énergie, sur place le réseau électrique est propre. Après, on peut se poser la question... Oui, parce que cette électricité, évidemment, quand on fonctionne l'électricité, on se dit c'est bien, cette électricité, c'est sympa. Mais d'où vient cette électricité? Il a bien fallu une machine qui transforme une énergie en une autre, une énergie en électricité. Si la machine c'est une centrale nucléaire, il y aurait des choses à dire. Mais disons que c'est pas comme du fossile, ça est moins émetteur de CO2, évidemment. Donc il y a encore la question d'où vient l'électricité. Voilà, dans toutes les énergies ont leur petite face cachée, entre guillemets. En tout cas, sur place, l'énergie électrique a cet avantage, en tout cas, de ne pas polluer sur place. Il n'y a pas à l'arrière du bus, il n'y a pas un gros nuage quand le bus démarre. Et en même temps que le tramway s'est développé, donc à Nantes de 85 à 2010, pour faire simple, s'est reposé aussi la question du reste de la flotte. Donc des autobus, on n'allait pas reconstruire des lignes de tramway dans tous les quartiers de Nantes. Et donc ici, nous avons fait le choix de passer au GNV progressivement, mais depuis 97. Le GNV, tu peux nous... Ah oui, du gaz naturel de ville. Ah, voilà. Le gaz naturel. Le gaz naturel de ville, celui qu'on a sur sa gazinière, hein, bon, qui a posé quelques soucis, j'allais dire, mais c'est pour ça que j'en parle un peu comme l'hydrogène, c'est-à-dire qu'il y a eu un certain nombre de critiques sur le fait que pour stocker le GNV, on le stocke dans des réservoirs sous pression en toiture. Il y a eu quelques déboires, je ne sais pas si vous avez suivi, un réservoir un jour qui s'est envolé, pas à Nantes, hein, dans une ville de l'Est de la France et qui a fini dans un pavillon de banlieue. Donc il y a eu toute une série de... Parce que sous pression, quelle est la pression à l'intérieur du réservoir? C'est 200 bars. 200 fois la pression atmosphérique? Oui, 200 bars. Ah oui, donc si on fait un trou... Si on fait un trou, ça monte. D'accord. Hein, donc il y a eu ce problème un peu psychologique de dire est-ce que voyager avec des bouteilles de gaz sur le toit, je ne suis pas en train de faire un trou pour propulser le truc, quoi. Oui, enfin, ça s'appelle l'air comprimé. Exactement, exactement. Donc en fait, le gaz naturel de ville aujourd'hui n'est plus un problème de sécurité. Enfin, je ne connais pas d'incident majeur sur le GNV. Et puis aujourd'hui, on arrive à un tournant puisque on arrive à cette prolifération de recherche en matière d'énergie. Alors, on parlait de l'électricité, hein, les batteries, des bus à batterie. Nous, on a fait des choix un peu différents, on reviendra peut-être un peu dessus, mais comment transformer aussi une flotte de bus en bus électriques sans transporter que des batteries, parce qu'en fait, c'est pas le problème d'un réseau de transport. Hein. C'est comme Gaston Lagaffe, vous disiez Gaston Lagaffe, voilà. Il a sa valise électrique qui roule toute seule, vous connaissez ça? Et après, il ouvre la valise, il y a juste une brosse à dents dedans, et il n'y a que des piles à l'intérieur pour faire avancer la valise. Donc c'est une valise électrique qui roule toute seule, mais bon, évidemment, elle transporte des piles, c'est quand même un peu fâcheux. Ouais, c'est un des grands handicaps du véhicule électrique, hein, y compris ce problème de poids lié aux batteries, etc. Donc des recherches un peu différemment. Et puis, forcément, on arrive à dire il faut arriver vers des énergies un peu connues, qui sont l'hydrogène, qui va nous permettre, en tout cas, c'est dans l'acception dans laquelle on va l'utiliser, de faire des prolongateurs de vie de systèmes de batterie. C'est-à-dire le bateau que nous allons réaliser, qui va normalement, je dis normalement parce qu'il ressemble un peu à l'Arlésienne si on lit la presse, mais il va finir par arriver, sans doute d'ici la fin de l'année, qui va être expérimenté sur l'herbe. C'est un bateau sur lequel il y aura une pile à combustible qui permettra de prolonger l'autonomie de ce véhicule, qui fonctionnera aussi avec des batteries. Les batteries, d'accord. Ça sera juste un complément, une sorte de mixité de sources d'énergie propulsive pour le bateau ou pour le véhicule en général, qui est à la fois des batteries électriques pour stocker l'énergie électrique dont il a besoin, et puis quand les batteries sont vides, qui peut arriver assez vite finalement, mettre autre chose, un peu comme les voitures hybrides finalement. Enfin, c'est un peu la même idée. C'est ce qu'on utilise aussi sur des véhicules classiques. Hein. Il y a dans l'agglomération plusieurs véhicules qui fonctionnent à l'hydrogène, mais en fait quand on dit fonctionnent à l'hydrogène, c'est en fait des véhicules avec des batteries, mais avec des prolongateurs d'autonomie, puisque un des grands problèmes de l'électricité et des batteries, c'est le problème de l'autonomie des véhicules.
Quand on réfléchit, un autobus, il faut qu'il puisse faire 250 km par jour sans repasser à la pompe. Donc on voit bien que si on doit avoir 250 km d'autonomie avec un système de batterie, on est un petit peu limité. C'est un autobus de batterie. Voilà, c'est un autobus de batterie. Donc on va passer à l'hydrogène de façon un peu démonstrative, hein, on appelle bien ça un démonstrateur. D'abord parce qu'on veut montrer que c'est une énergie qui fonctionne, qui n'est pas une énergie de demain dans le rêve, hein, même si on en voit beaucoup à l'étranger. Hein. Et là, je vois qu'on prend un certain retard en France sur le déploiement de l'hydrogène hein, comme combustible. Et derrière, après ce projet, qui normalement devrait fonctionner, nous sommes en train de réaliser une station d'électrolyse, cette fois-ci. Hein, parce que là aussi, l'énergie hydrogène qu'on va utiliser dans un premier temps, elle viendra avec des bouteilles, elle sera livrée sous forme de bouteilles d'hydrogène. C'est pas très, tout ça n'est pas très, comment on dit, c'est pas une vraie filière. La vraie idée qui est derrière ça, c'est que les fusées de Kourou dont parlait Alain Joubert tout à l'heure, si on veut produire sur place ce dont on a besoin. Quoi. Voilà. La vraie idée, c'est de créer une filière. Hein. Et de créer une filière, ça veut dire quoi? C'est ce qu'évoquait à l'instant, c'est de transformer de l'énergie électrique produite de façon propre, donc éolienne, solaire, à des moments où on n'en a pas besoin, et plutôt que de la brûler, la stocker sous forme d'hydrogène. Alors c'est vrai que le bilan énergétique de tout ça est sans doute pas excellent, mais si on ne l'utilise pas en la stockant, elle est de toute façon perdue. Là, ce bateau, il a des vertus finalement de démonstrateur, des vertus pédagogiques, parce que quand on évoque hydrogène, quand même, enfin, moi, mais peut-être vous, ça vous dit quelque chose, le Hindenburg? Le gros zeppelin rempli à hydrogène. Alors, il n'était pas rempli à hydrogène propulsif, il était pour le tenir en l'air. Enfin, il y a eu un petit problème et ça a sauté. Alors, du coup, je me tourne vers Alain Joubert pour dire alors, il n'y a pas de problème, c'est-à-dire comment on transforme l'hydrogène en énergie propulsive, en énergie toute, en électricité typiquement. C'est quoi la machine qui fait ça? Transforme cet hydrogène. Alors, on vient juste d'en parler, c'est à mi-mot, mais c'est de la pile à combustible. En effet, l'hydrogène, pour en revenir sur le Hindenburg. Oui. Ah oui, d'abord, il y avait quelque chose d'intéressant dont on a parlé avant, c'était effectivement, l'Hindenburg initialement il devait être rempli d'hélium. Hein, et c'était pendant la guerre. C'est le deuxième dans la case, dans les profondeurs de chiffres de Chine. Et ça permet d'avoir effectivement des engins plus légers que l'air, on va dire. Hein. Mais comme on était pendant la guerre et que l'hélium était un gaz, on va dire, stratégique, on l'a rempli d'hydrogène. Et qui s'est passé, je crois que c'est l'enveloppe qui était en aluminium, à base d'aluminium, qui a pris feu. Mais il y a eu une décharge électrique, en fait, au pylône d'amarrage, il y avait une décharge d'électricité statique, et c'est vrai que l'hydrogène et du oxygène dans les fusées, ça fait décoller les fusées. Donc là, le but, c'est pas vraiment de produire beaucoup d'énergie. Alors là, on utilise l'énergie, on va dire, de combustion. La pile à combustible, il n'y a pas de combustion. C'est simplement une pile, c'est-à-dire que ça produit de l'électricité par combinaison d'hydrogène et d'oxygène d'un côté, sans qu'il y ait de combustion. C'est simplement une production d'électrons, c'est-à-dire d'électricité. Et ce système-là ne produit pas de combustion, je le rappelle, simplement des électrons. Donc c'est un système où il n'y a pas de bruit, déjà. Ça, c'est très intéressant. C'est utilisé, ces piles à combustible, actuellement, pour ceux qui ont déjà, par exemple, un camping-car. Il y a de plus en plus de piles à combustible qui sont utilisées dans les camping-cars pour produire cette électricité dont on a besoin. C'est un peu l'inverse de l'électrolyse, on recombine. En effet, la découverte s'est faite comme ça, c'est-à-dire que le chercheur qui en 1830 ou 35, on va dire, travaillait sur l'électrolyse, s'est rendu compte que l'hydrogène et l'oxygène qui étaient produits de chaque côté sur les deux électrodes de cet électrolyseur, pouvaient se recombiner et il a découvert que ça produisait de l'électricité. Et c'est là qu'il a inventé la pile à combustible. Quelques années avant, Jules Verne, parce que Jules Verne parlait un peu de cet hydrogène dans l'île mystérieuse, parce qu'on parle un peu de Nantes, donc Nantes c'est Jules Verne. Et Jules Verne, dans l'île mystérieuse, disait l'hydrogène c'est le charbon de l'avenir, on va dire, en résumé. Hein. Et ça c'était en 1875, c'est-à-dire 40 ans grosso modo après la découverte de la pile à combustible. Donc Jules Verne n'avait rien inventé, mais il était un bon lecteur. Il avait déjà vu des choses. Ouais, il lisait un peu des... Il a fait une belle mise en scène des sciences de son temps, disons. Voilà, en effet. Donc l'hydrogène combiné à l'oxygène de l'air permet de produire donc de l'électricité et un peu de chaleur, parce que cette réaction n'est pas... le rendement n'est pas de 100%, donc il y a un petit peu de chaleur, et en plus de l'eau.